Précédemment dans Risque Alpha. Une maladie et sa cause potentielle peuvent toujours être représentées sur un tableau de contingence, qui donne un décompte des personnes classées par maladie en colonne et en exposition en ligne. Dans un monde idéal, sur 100 personnes exposées à une cause, 100 personnes seront malades, et 0 personnes le seront s'il n'y a pas eu exposition à la cause. Cette relation est nécessaire et suffisante, elle est dite déterministe. Mais problème, ces maladies idéales sont rares. Par exemple, quelles sont les causes des crises cardiaques ? Grâce à la cohorte Framingham, on découvre dans les années 60 que souffrir d'hypertension artérielle ou fumer du tabac augmente seulement les chances d'avoir une crise cardiaque. C'est-à-dire que sur un tableau de contingence, que vous fumiez ou pas, vous pouvez être malade dans les deux cas, et avoir la maladie n'implique pas obligatoirement que vous ayez fumé dans votre vie. Du coup, les médecins sont obligés de faire des statistiques. Ils ne parlent plus de causes déterminantes, mais de risques. Vous avez 3 fois plus de risques d'avoir une crise cardiaque si vous êtes fumeur. Et l'une des conséquences importantes de cette approche probabiliste, c'est que du coup, les anecdotes n'ont quasiment aucun intérêt. Une anecdote, c'est une histoire unique qui semble montrer que quelque chose provoque, ou pas, une maladie. Des anecdotes pour démontrer des choses en médecine, on en entend des tas. Parfois très classiques. Mon grand-père, il a fumé toute sa vie et il n'a jamais eu de cancer du poumon. Parfois plus original. Pour tout vous dire, mon médicament contre la dépression, il m'empêche de jouir quand je couche avec ma femme. Mais avec ce que je vous ai raconté sur le probabilisme la dernière fois, que faut-il pour me convaincre, moi, que fumer ne donne pas le cancer, ou pour me convaincre qu'un certain médicament empêche d'avoir des orgasmes? On appelle ça l'anorgasmie d'ailleurs. Bon, il me faut une preuve. Une preuve sur un tableau de contingence que dans le groupe fumeur, il y a autant de cancers que dans le groupe non-fumeur. Ou que dans le groupe qui prend le médicament antidépresseur, il y a plus de problèmes d'orgasme que dans le groupe qui ne prend pas d'antidépresseur. Si je donne simplement la proportion de patients souffrant de problèmes d'orgasme parmi ceux qui prennent des antidépresseurs, bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je vois bien que pour 100 patients traités, 40 ont des problèmes. Ok, mais il y a des cases vides là et là. Ça ne me va pas, parce que dans les cases vides, je suis pas sûr du tout de savoir ce qu'il y a dedans. Si parmi ceux qui ne prêtent pas de médicaments, il y a plus de problèmes d'orgasme, le médicament, en fait, il protège des problèmes. Alors que s'il y en a beaucoup moins, là, le médicament, il a effectivement l'air coupable de quelque chose. Et puis, même si le tableau est complet, il faut qu'il y ait assez de patients dedans. Ce tableau-là, où on a classé 200 personnes en fonction de leur consommation de tabac, est-ce que ça me suffit ? Bof, hein. La différence entre les fumeurs et les non-fumeurs, c'est un seul cas de cancer. J'ai l'impression que fumer ou pas ne change pas grand-chose, parce que je n'ai pas assez de patients et que la maladie est trop rare. C'est nul, non, il faut avoir un tableau avec un effectif suffisant pour pouvoir mesurer une différence. Voilà, pour 200 000 patients, là je vois que être fumeur multiplie par 10 les chances d'avoir un cancer. Là je suis content. Donc pour montrer un lien entre une cause et une maladie, il me faut les 4 cases de rempli et un effectif suffisant. Sans ça, il me manque trop d'informations et je ne peux pas conclure. Et du coup alors, une anecdote c'est quoi ? Une anecdote, c'est ça. C'est un tableau avec un 1 dans une case et aucune information ailleurs. C'est de la merde. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que ça ne m'apprend que dalle. Déjà, il y a 3 cases de vide, et même celle qui ne l'est pas, elle a un effectif n égale à 1. Et croyez-moi sur parole, n égale 1 comme effectif, c'est vraiment pas terrible. Tous les cas sont possibles. Une succession d'anecdotes, vous pensez que c'est vraiment mieux ? Genre 10 personnes qui vous ont dit qu'ils n'avaient pas eu de cancer en fumant ? Mais c'est du pareil au même, ça ne m'apprend rien, toutes les cases sont vides, j'ai aucune proportion. Bon, ok, les anecdotes c'est nul, mais bon, des outils nuls, il y en a des tas, on va peut-être pas en faire un fromage non plus. Figurez-vous que si, je trouve ça quand même très embêtant. Alors que des anecdotes sont tout à fait inutiles pour démontrer un lien entre deux choses, elles sont par contre extrêmement convaincantes. Trop convaincantes même. Et ce, car elles ont tendance à faire appel à autre chose qu'à la logique. Elles font appel aux émotions. Ma mère avait atrocement mal. Je la voyais pleurer et souffrir tous les soirs. Et puis, grâce à Ubik, en 2 jours, elle était totalement soulagée. On en a profité pour partir en voyage. Quel bonheur! Vous avez eu l'impression que ça ressemblait à une publicité, mais vous avez parfaitement raison. Le marketing utilise massivement les anecdotes sous forme de storytelling, raconter une jolie histoire. Et ils font pas ça pour démontrer quelque chose scientifiquement, Ils font ça pour que vous ayez envie d'acheter. Alors qu'en fait, si ça se trouve, le tableau de contingence derrière cette anecdote, en fait, il montre que le Ubik empire les douleurs et que c'est autre chose qui a amélioré les douleurs de cette dame. Mais en plus d'être déjà de base très convaincantes, les anecdotes sont souvent des histoires très personnelles et donc difficilement discutables rationnellement. Ma fille est tombée gravement malade seulement 3 jours après avoir pris du Ubik. Elle ne pourra plus jamais marcher et jouer avec ses amis. Vous n'imaginez pas ce que c'est que de vivre ça à l'âge de 4 ans. Vous pensez que vous allez réussir à lui expliquer que son expérience personnelle n'a aucune valeur de preuve ? Que ça démontre rien ?
Que le tableau de contingence derrière, en fait, il montre qu'il y a absolument autant de malades parmi ceux qui prennent du Yubik que parmi ceux qui n'en prennent pas, et donc qu'il y est pour rien. Et que ce qui est arrivé à sa fille dépend soit du hasard, soit d'autre chose. Plus important encore, est-ce que vous avez envie de lui expliquer ça? Le problème, c'est sans doute qu'un tableau, c'est pas très glamour. Ça se comprend pas aussi facilement qu'une histoire. Ça n'éveille pas autant la colère ou la tristesse. Et puis, il est impossible de se projeter dans un tableau. Pourtant, ne vous y trompez pas, derrière chaque chiffre de ce genre de tableau, il y a des histoires. Beaucoup d'histoires. Souvent dramatiques, qui, si on vous les racontait toutes, vous ferez très certainement réagir. Bon, attention, hein, une anecdote, c'est pas le mal absolu non plus. Quand elle ne prétend pas démontrer quelque chose, mais seulement illustrer un propos démontré par ailleurs, son utilisation est acceptable, voire souhaitable. Par exemple, une fois qu'on a bien vérifié qu'il y avait une corrélation et une causalité entre la consommation d'alcool et les accidents de voiture. Bon, je ne suis pas complètement opposé à l'idée de raconter une histoire d'accident de voiture pour faire réagir les gens. Une anecdote ou une succession d'anecdotes, c'est aussi très utile pour détecter des problèmes potentiels de santé insoupçonnés. Et j'insiste sur le mot potentiel, c'est vraiment le mot important. L'exemple que j'ai pris sur un antidépresseur et l'anorgasmie n'est pas simplement pour mettre une touche de cul dans la vidéo. C'est un avantage indéniable, je le reconnais. En fait, il s'agit d'un effet secondaire réel de certains antidépresseurs qui retardent l'éjaculation. Cet effet secondaire est passé inaperçu dans un premier temps parce que personne ne posait la question. Jusqu'à ce que des patients commencent à témoigner de leurs problèmes à leur médecin. C'était de simples anecdotes. Mais ces simples anecdotes de patients ne prouvaient absolument pas que l'antidépresseur était coupable. Surtout qu'on a tendance à donner des antidépresseurs à des gens qui sont déjà déprimés et qui potentiellement ont déjà des problèmes sexuels. Par contre, ces anecdotes ont permis de se poser la question, de plisser les yeux et de se dire « est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose là ?» Et ce fut ensuite à l'épidémiologie et aux essais cliniques de répondre si oui ou non il y avait un problème réel en faisant des tableaux de contingence. Toute cette démarche-là, détection de signal par anecdote, puis étude épidémiologique de vérification, en fait, est la base de la surveillance des effets secondaires des médicaments. C'est ce que l'on appelle la pharmacovigilance. Donc attention, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise une anecdote qu'il a forcément tort. C'est juste que cette anecdote n'apporte aucune information. Tenez, il y a des exemples historiques célèbres d'anecdotes. Dans les années 80, le docteur Barry Marshall est convaincu que les gastrites, qui sont une inflammation de l'estomac, et les ulcères de l'estomac, c'est-à-dire des écorchures et des saignements dans l'estomac, en fait, sont dus à une bactérie, Helicobacter pylori. À la fin du 19e siècle, Max Joseph von Pettenkofer, lui, il est convaincu que le choléra n'est pas dû à une bactérie. La bactérie, c'est Vibrio cholerae. Les deux, dans des contextes différents, vont avoir recours à la même forme d'anecdote pour démontrer qu'ils avaient raison. Ils vont avaler leurs bactéries respectives. En 1892, Pettenkofer avale une boîte de pétri de Vibrio cholerae, et en 1984, Marshall avale une boîte d'Helicobacter. C'est beau, ce sens du sacrifice pour la science. Les deux obtiennent exactement les résultats qu'ils veulent. Pettenkofer ne tombe pas malade, donc pour lui la bactérie n'est pas en cause, et Marshall attrape effectivement une superbe gastrite en quelques jours, donc pour lui la bactérie est bien coupable. Et comme dans les deux cas c'est des anecdotes, on s'en fout complètement. Ça ne démontre absolument rien. D'ailleurs ça s'illustre extrêmement bien par le fait que dans ces deux anecdotes, l'une était juste et pas l'autre. Pettenkofer avait tort, Vibrio cholerae est bien coupable, alors que Marshall avait raison, Helicobacter pylori est bien responsable des gastrites et des ulcères de l'estomac. Dans tous les cas, dites-vous bien qu'une simple anecdote pour montrer un phénomène en santé est d'une prétention absolument incroyable. Elle sous-entend que tout est compris et qu'on connaît parfaitement tout ce qui cause les maladies ou les effets secondaires, et qu'un exemple unique est suffisant pour démontrer les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la médecine n'a plus cette prétention de tout savoir. Alors, elle s'oblige à faire des statistiques. Alors que faire quand quelqu'un argumente avec seulement des anecdotes? Parfois, il vaut mieux ne rien faire. Quand les gens sont émotionnellement investis dans quelque chose, ils n'écouteront de toute façon pas ce que vous direz. Si vous y tenez vraiment, moi j'aime bien essayer de leur montrer qu'il reste toujours des cases à remplir. Docteur, j'ai pris du Yubik et en 3 jours ça a soigné mon cancer. Non mais écoutez, mais tant mieux. Malheureusement, moi j'ai déjà eu un patient qui a, comme vous, pris du Yubik, il est quand même mort de son cancer. Peut-être que ça marche pas à tous les coups. Et voilà. Alors, peut-être qu'il faudrait faire des statistiques, vous voyez, voir dans quelle proportion ça... Vous savez ce que c'est un facteur de risque? Conclusion, ne faites jamais confiance à des anecdotes pour démontrer quelque chose. Ce sont des traîtresses qui, au mieux, peuvent permettre de se poser des nouvelles questions, mais qui n'apportent pas de réponse. Peu importe qu'elles soient en accord ou en désaccord avec vos croyances, dites-vous toujours qu'une anecdote, c'est comme une publicité. Son but, c'est de vous faire acheter. Mais ce n'est certainement pas avec une publicité que vous saurez si un produit est bon ou pas.
Quelques petites notes pour finir. Alors nos deux comparses, Pettenkofer et Marshall, en fait c'est bien évidemment pas les seuls médecins à avoir fait de l'auto-expérimentation. Je vous mets un petit lien dans la description, mais plusieurs médecins ont déjà fait plusieurs expériences sur eux-mêmes. Comme par exemple Lazare, qui voulant montrer que la fièvre jaune était transmise par les moustiques, s'est laissé piquer par un moustique. Et il en est mort. Max Joseph von Pettenkofer, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, et je vous avais dit rapidement qu'en fait, il croyait à la théorie des miasmes pour la cause du choléra. En fait, c'est pas tout à fait ça. Pettenkofer, lui, il défendait l'hypothèse tellurique. C'était une sorte de mix entre la théorie de John Snow de la transmission par l'eau et les miasmes. C'est-à-dire que pour lui, Vibrio cholerae existait, et est effectivement en cause, mais il avait besoin d'être potentialisé dans le sol pour devenir dangereux. Et même s'il s'est trompé avec son anecdote, ça ne veut pas dire que c'était Joe le rigolo, Max von Pettenkofer. C'est l'un des pères fondateurs de l'hygiène médicale à qui on doit encore aujourd'hui beaucoup de choses. Bon, pas sur le choléra, mais pour le reste. Quant à Marshall, il a eu pour sa découverte un prix Nobel. Mais disons les choses tout de suite parce qu'on entend beaucoup de bêtises sur le sujet. Ce n'est pas pour son anecdote qu'il a eu le Nobel. On ne donne pas le Nobel à quelqu'un parce qu'il s'amuse à avaler une boîte de pétri. Il a eu le prix Nobel parce qu'il a découvert l'effet d'Helicobacter pylori d'abord en laboratoire, sur les ulcères, etc. Et puis ensuite dans des tableaux de contingence, dans des essais cliniques qu'il a réalisés lui-même et que la communauté scientifique a fait ensuite. Son anecdote fut surtout exactement, comme je l'ai dit, une publicité pour son hypothèse qui a ensuite été confirmée. Dites-vous bien quand même qu'il a eu de la chance, parce que la plupart des gens avec Helicobacter pylori, et il y en a beaucoup, à peu près la moitié de la population a Helicobacter pylori, n'ont pas d'ulcère ou de gastrite. Donc s'il n'avait rien attrapé, ça se trouve il aurait laissé tomber ses études et il serait passé à côté du prix Nobel. Il ne faut pas faire confiance aux anecdotes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à laisser des commentaires si vous en avez envie, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut!